table. Une émission proposée par Hype FM. Le peuple ukrainien a dit son mot. Non à l'influence russe, oui à l'Europe, en chassant les pro-russes et en prenant le pouvoir à Kiev après des mois de révolte, de manifestations et beaucoup de détermination. Mais la réaction russe ne s'est pas fait attendre car il y a eu d'un côté ces nouvelles lois décrétées par les nouvelles autorités de Kiev restreignant l'usage de la langue russe, sachant que l'Est ukrainien est habité par un très grand nombre d'Ukrainiens d'origine russe ou au moins russophone. Et d'autre part, il était impensable que la Russie envisage dans un scénario qui pourrait suivre la perte de la Crimée, d'abord pour des raisons stratégiques, c'est là que se trouve la fameuse base navale russe de Sébastopol, mais également à cause d'une appartenance historique de la Crimée à la Russie. Vous connaissez la suite, présence militaire russe renforcée en Crimée, référendum et victoire écrasante en faveur de l'indépendance de la Crimée, puis demande de rattachement à la Russie. Ainsi, la Russie regagne la Crimée, mais perd l'Ukraine, et l'Ukraine, elle, signe enfin, et c'était hier, l'accord politique d'association avec l'Union européenne. Nous reviendrons sur les faits, mais au-delà du factuel, nous tenterons de comprendre aujourd'hui l'implication des grandes puissances dans la crise ukrainienne. Quels sont les intérêts politiques, stratégiques, militaires, énergétiques, sécuritaires, économiques des différents pays impliqués de près ou de loin dans la crise ukrainienne? Quelle est la réalité sur la capacité de l'Occident à freiner de possibles ambitions russes à annexer d'autres régions de l'Est ukrainien? Et quelles incidences le référendum de la Crimée pourrait avoir sur le Haut-Karabakh? Le débat est ouvert, les avis divergent et nous entendrons le point de vue du représentant de la République du Haut-Karabakh en France, Hovhannes Kevorkian. Bonjour. Nous sommes également accompagnés par Julien Zarifian, chercheur et maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour. Et nous serons en ligne avec Jean-Sylvestre Montgrenier, professeur agrégé et docteur en géographie géopolitique et chercheur à l'Institut français de géopolitique. Alors, nous sommes déjà en ligne avec Jean-Sylvestre Montgrenier. Monsieur Montgrenier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que cette crise était évitable? Est-ce qu'on pourrait faire autrement que l'Ukraine chasse les pro-russes et que la Russie, qui, comme je le disais, était en quelque sorte obligée de ne pas perdre ses appuis dans cette région à cause surtout de cette base militaire, est-ce qu'il y avait une autre issue à cette crise? L'Ukraine chasse les pro-russes, ça me semble un petit peu quand même schématique et rapide comme jugement. Alors maintenant, cette crise était-elle évitable si on considère que, de manière générale, si on considère que l'histoire n'est pas prédéterminée? Oui, par définition. Il me semble qu'il y avait une véritable volonté de la part de Vladimir Poutine de resatelliser l'Ukraine, et donc il a fait véritablement monter la pression dans les mois qui précédaient l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, qui est une sorte de partenariat commercial avec en toile de fond des réformes structurelles. Et s'il a décidé de passer à l'acte sur la question de la Crimée, c'est parce que il a enregistré une véritable défaite politique avec une dimension géopolitique forte à Kiev. Donc je pense que c'était pas strictement déterminé, planifié. C'est plus une réaction aux événements qui se sont déroulés à Kiev. Vous ne pensez pas donc que la Russie avait comme ambition de créer une telle situation en Ukraine, sachant bien que l'Ukraine ou certaines forces en Ukraine avaient l'ambition de regarder vers l'Occident et donc de profiter de cette occasion pour rattacher la Crimée? Ça n'était pas planifié pour vous? Je pense que c'est pas strictement déterminé. Le scénario idéal pour la Russie, c'était l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, Yanukovych, qui se détourne de l'Union européenne, qui se détourne de l'Occident, qui
signent un partenariat stratégique, c'est ce qui avait été fait donc dans la semaine ou dans les 8-10 jours qui ont suivi le sommet de Vilnius de l'Union européenne sur le partenariat oriental. Ensuite, ça devait être le point de départ vers l'entrée dans l'union douanière Russie, Biélorussie, Kazakhstan. Et à terme, le scénario, c'était celui d'une Ukraine intégrée dans l'Union eurasienne. Et dans ce contexte-là, la péninsule de Crimée restait dans un ensemble ukrainien, mais qui par ailleurs a été finalement satellisé par des voies indirectes. L'objectif de l'Union eurasienne étant de reconstituer une forme d'union post-soviétique, plus sur le modèle, si vous voulez, Andropov que sur le modèle Brejnev. Alors, quand on est dans la situation d'aujourd'hui, on a peur qu'il y ait de l'escalade. Est-ce que vous envisagez, vous, qu'il y ait une suite, une avancée militaire russe, ou est-ce que vous pensez que les sanctions, qui semblent pour certains être assez ridicules pour l'instant, n'ont pas de sens pour les Russes et l'ambition stratégique est plus forte? Les sanctions sont pas ridicules, elles sont progressives. L'Union européenne, ce sont pas les États-Unis d'Europe. Alors il est évident qu'il peut pas y avoir la même réactivité, la même force dans la réaction que celle des États-Unis, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord à 28, il faut négocier, il faut trouver un point d'équilibre. Mais finalement, au regard de la manière dont fonctionnait l'ACE autrefois, avant l'Union européenne ou même l'Union européenne dans les années 90, les choses sont allées assez vite. Alors la riposte, elle porte plus sur le plan géoéconomique que géostratégique, parce qu'il y a le souci d'éviter une escalade militaire, mais c'est qu'un élément d'une politique russe qui est en train de se redéfinir, enfin une politique russe de la part des Européens, plus largement des Occidentaux, qui est en train de se redéfinir. Donc il me semble que l'on est vraiment à un point tournant. Alors maintenant, du côté russe, ou pour être plus précis, du côté de Vladimir Poutine, j'ai le sentiment qu'il ira aussi loin qu'il est possible, d'où l'importance justement de marquer un coup d'arrêt à la chose. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est la prise de la Crimée. Il peut y avoir, et il y a déjà des tentatives de déstabilisation de l'Est ukrainien, du Sud ukrainien, et à partir de là, il a certainement en tête plusieurs options possibles. Si jamais la riposte et puis l'Union européenne, plus largement l'Occident, se révèlent des structures molles, il pourrait très bien pousser beaucoup plus loin. Sinon, il y a le scénario d'une pseudo-fédéralisation de l'Ukraine qui consisterait en fait à affaiblir au maximum le gouvernement central, de manière à ce que ce gouvernement central soit presque en état de siège à l'intérieur même de l'Ukraine, avec des provinces sud, des provinces est qui seraient déstabilisées et facilement instrumentalisées par le pouvoir russe. Alors vous avez mis une différence entre Poutine et la Russie, vous avez dit les Russes, non, Poutine. Est-ce que vous pensez qu'en Russie même, il y a une sorte d'opposition à cette politique de Poutine ? L'opposition, elle me semble assez faible. Là, il y a une sorte de consensus russe. La fibre du nationalisme, ça marche toujours. On le sait, en tout cas, au moins sur le court terme. Alors, je ne pense pas que Poutine ait réalisé l'opération de la Crimée à des fins nationalistes pour mieux tenir la Russie, mais en tout cas, il joue sur cette corde-là. Mais au-delà de la question de l'opinion publique, il faut surtout pas que les pays européens, les pays occidentaux misent sur une sorte de retournement de l'opinion publique russe. Ça dépend avant tout de leur capacité à réagir. Il faut presque être stoïcien dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a prise, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. On n'a pas prise sur ce qui se passe en Russie même. Par contre, ce qui relève de notre responsabilité, c'est d'abord la lucidité, la capacité à analyser ce qui se passe, la capacité à se coordonner et à mettre en œuvre une nouvelle politique russe qui soit fondée sur des réalités et non pas sur la projection de nos catégories sur la Russie. La Russie n'est pas un pays en transition vers la démocratie de marché. C'est de plus en plus évident. C'est évident déjà depuis une petite dizaine d'années, mais on a voulu se persuader que c'était une sorte de point aberrant sur une courbe qui serait bien orientée. À l'évidence, il faut prendre au sérieux ce que dit Poutine. Il faut prendre au sérieux le discours eurasiste. Et il y a bel et bien une volonté d'opposition vis-à-vis d'un Occident jugé décadent, rétrograde, tout ce que l'on veut. Alors justement, Julien Zarifian, quand on parle de l'Occident et le regard de l'Occident vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs, et là en l'occurrence en Russie, est-ce que selon vous la perception de
du vrai visage de la Russie, ses ambitions, sa politique, sa grandeur, aussi sa complexité. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu, correctement perçu en Occident, ou est-ce que au niveau des sociétés civiles, mais au niveau aussi des dirigeants politiques, on a des lacunes dans le fait de la compréhension de l'autre, et là l'autre en l'occurrence c'est le russe? Des lacunes, je sais pas. Est-ce qu'on comprend bien les velléités russes? Je pense oui en partie. Demeure sans doute encore un sentiment un peu anti-russe, voilà, de la part d'un certain nombre de leaders politiques et suivi quand même très très largement par les médias en Occident. C'est clair aux États-Unis où on nous présente parfois la Russie encore de manière très très négative et des visions un peu apocalyptiques, si vous voulez, d'un grand méchant russe qui voudrait vraiment dominer au-delà de l'Eurasie le monde. Ces perceptions, ces représentations existent encore indéniablement. Est-ce que c'est aussi la faute des Russes parce qu'ils sont pas dans l'esthétisme politique, il faut le dire? Oui, bien sûr. Non, c'est évident. Ça recouvre en partie, une forme de réalité. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Jean-Sylvestre Montgrenier, s'agissant de Poutine qui irait aussi loin que possible, je ne sais pas. J'en suis pas convaincu. L'expérience de 2008 en Géorgie nous a montré un Poutine finalement très cartésien, assez rationnel, qui était en capacité d'envahir la Géorgie, qui était sur le point d'ailleurs de le faire intégralement. Et qui, sur les injonctions sur les pressions, on va dire, de l'Occident, en particulier de l'Union européenne, présidée à ce moment-là par la France, de Sarkozy, fait quand même marche arrière sur le terrain. Il s'agissait bien de ça, de marche arrière, et retrouver les positions qui étaient celles de la Russie environ, visiblement à quelques kilomètres près, en Ossétie du Sud et en Abkhazie, qu'il a toutefois reconnu, certes, mais voilà, donc un Poutine. Donc Poutine allait aussi loin que c'est possible, notamment en Ukraine. Peut-être sur le long terme, mais là, dans l'immédiat, je suis pas sûr. Je pense que le gain entre guillemets de la Crimée, gain quand même souhaité visiblement par une partie importante, majoritaire de la population criméenne, je dirais pourrait suffire dans l'immédiat et pourrait amener finalement une forme de statu quo qui en définitive conviendrait peut-être à tous les acteurs, même si certains évidemment expriment des réticences encore aujourd'hui, et c'est normal, mais pourrait de mon point de vue pourrait convenir à tous les acteurs. Alors comment comprendre justement ce référendum, puisque vous en parlez? Est-ce que constitutionnellement on peut aujourd'hui dire que c'est quelque chose qui était envisagé par la Constitution, comme c'était le cas pour les Arméniens du Karabakh? À l'époque c'était l'Union soviétique, et les Arméniens ont constitutionnellement fait ce référendum et ont choisi l'indépendance. Est-ce que c'est le cas pour la Crimée aujourd'hui? Je suis pas juriste, je suis pas spécialiste de ces questions. Peut-être Kovanès ou Jean-Sylvestre Rondet. Jean-Sylvestre Montgrenier, est-ce que vous avez un avis sur la constitutionnalité de... Quand j'entends les Russes parler de droit, moi immédiatement, je pense à ce que Medvedev disait lui-même en 2008, peut-être juste avant son élection à la présidence de la Russie, de la Fédération. Il avait dit que en Russie régnait une forme de nihilisme légal. Les arguties juridiques ne tiennent pas du tout dans cette histoire. Ce qui reste, c'est que la Russie a complètement contredit sa signature. L'Ukraine, et ça n'est plus le fantôme de l'Europe, c'est un État indépendant, souverain, avec des frontières internationalement reconnues. On a redécouvert le mémorandum de Budapest en 94. L'État russe s'était engagé donc à garantir les frontières de l'Ukraine, moyennant quoi il devait y avoir renonciation à l'arme nucléaire. Ça a été complètement piétiné. Le traité d'amitié et de coopération entre l'Ukraine et la Russie de 1997, il a été complètement piétiné. Alors là, on est véritablement quand même dans une conjoncture dans laquelle le droit prime complètement sur la force. Mais il a été aussi des questions... En moins de 3 semaines, il faut bien regarder, comparer par exemple avec le référendum, l'organisation de référendum en Écosse. Il y a certains ex-soviétologues qui ont voulu faire un parallèle, ont été dans les sophismes et les paralogismes. Là, en un peu plus de 15 jours, même pas 3 semaines, vous avez eu une intervention militaire russe, une prise de contrôle de la totalité de la Crimée, une accélération extrêmement rapide du calendrier, et puis une quinzaine de jours après, le 16 mars dernier, vous aviez un référendum qui était organisé le lendemain ou le surlendemain
c'est rattaché à la Russie. Bon. Alors, vous avez rappelé Jean-Sylvestre Montgrenier, ces accords qui ont été piétinés, Budapest, 94, etc. Mais les Russes disent aujourd'hui, dans une sorte de frustration, que quand même, quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, James Baker, il s'est mis d'accord avec Gorbatchev que si l'Allemagne unifiée était intégrée dans l'OTAN prenait l'engagement de ne pas s'élargir vers l'Est, et c'est sur cette base-là qu'il y a une sorte d'accord, même si il regrette aujourd'hui que ces accords n'ont pas forcément écrit, mais en tout cas affiché, c'est des promesses. Est-ce que c'est aussi en quelque sorte la crainte de la Russie que, au final, et dans quelques décennies, il y aura vraiment une avancée de l'OTAN très importante. Aujourd'hui, vers l'Ukraine, bon, on a vu les pays baltes, mais demain aussi dans l'Asie centrale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette frustration, de ce sentiment d'être trahi des Russes? Non, mais alors, ça il y a tout un discours sur l'humiliation, il y a tout un discours sur l'encerclement de la Russie qui, par sa superficie, représente à peu près les États-Unis plus le Canada. Ça relève plus d'une psychologie russe, de représentation géopolitique russe. Ce discours sur la promesse selon laquelle il ne devait pas y avoir d'élargissement de l'OTAN ou de l'Union européenne, je ne sais pas bien à quoi il renvoie. Il renvoie peut-être à des discussions diplomatiques dans les couloirs, mais il n'y a absolument rien il n'y a pas de traces écrites, et ça c'est quand même important. Et chaque pays, c'est quand même le fondement de l'ordre international public en Europe, dans cette Europe libre et une et libre, et c'est que chaque pays est libre finalement du choix de ses alliances, du choix de ses appartenances. Et alors ce discours selon lequel finalement il y aurait illégalité, enfin que la disparition de l'URSS en tant que telle serait illégale, c'est quand même le masque, le faux-nez d'un révisionnisme géopolitique qui est extrêmement dangereux, parce que ça revient finalement à justifier par avance une éventuelle reconstitution de l'URSS aux dépens de toutes les nationalités halogènes, comme on disait autrefois, qui au fil de l'histoire ont gagné à leur indépendance. Et plus largement, il faut bien retenir que plus du quart, 27% je crois à peu près, des frontières en Europe datent de l'après 1989. L'Europe, c'est peut-être le vieux monde, la vieille Europe, mais sa structure géopolitique, elle est récente, elle est fragile par définition, et ce type de discours et ce type de pratique, ça peut déboucher sur une foire d'empoigne générale qui briserait finalement cette espèce de projet de paix perpétuelle à laquelle progressivement, après les deux guerres mondiales, suite à la guerre froide, on a donné corps, autant que faire se peut en tout cas. Alors vous ne pensez pas que par exemple en 2008, la guerre en Géorgie, ça n'était pas forcément pour la Russie de prendre ces deux territoires, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, mais c'était juste pour montrer à l'OTAN et à l'Occident que, regardez, je peux faire mal si vous tentez de récupérer cette périphérie qui m'appartient. Les deux, parce que finalement on avait une annexion rampante depuis le début des années 90. Dans cette affaire, la Russie se posait à la fois comme juge et comme partie prenante et manipulait quand même ces conflits dits gelés. Dans les semaines, dans les mois qui ont précédé cette guerre, on voyait la tension monter. Et alors cette guerre, elle s'est quand même produite quelques semaines après le sommet de l'OTAN de Bucarest, au cours duquel les pays de l'OTAN finalement ont refusé à la Géorgie comme à l'Ukraine le membership action plan, c'est-à-dire finalement un plan de préadhésion à l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté justement de ménager la Russie. Vous aviez la France, l'Allemagne et quelques autres pays qui refusaient finalement l'extension de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, et donc c'était pour essayer de calmer en quelque sorte la Russie. Il y avait une forte pression diplomatique de la part de la Russie sur le plan bilatéral avec un certain nombre de pays d'Europe occidentale, et finalement c'est un peu comme si la Russie avait vu un feu orange, non pas un feu vert, mais un feu orange. Ces pays sont en dehors du périmètre de l'OTAN, et donc on peut avancer jusqu'aux limites de cette alliance militaire. Alors on l'a vu en Géorgie en 2008, là nous sommes en 2014 en Ukraine. Si on a le nez collé sur les événements, on peut ne pas vouloir voir de rapport entre les deux, mais enfin 5-6 ans au regard de l'histoire
universel, ça n'est strictement rien. Et les historiens de l'avenir, en fonction de la manière dont les choses tourneront, à l'évidence, ils tireront un trait rectiligne entre ce qui s'est passé en Géorgie en 2008, ce qui s'est passé en Crimée en 2014, et on peut craindre que si, à défaut de réaction véritable, solide de la part de l'Occident, eh bien ce type d'événement pourrait très bien rebondir, par exemple, dans les États baltes. Oui. Tout le discours qui a été utilisé en Géorgie, qui est utilisé sur la Crimée en Ukraine, et vis-à-vis des provinces orientales ou des provinces méridionales de l'Ukraine, il est tout à fait réutilisable pour, par exemple, les États baltes. Alors, parlons de ce référendum. Hovhannes Kevorkian, représentant de la République du Haut-Ralapar en France, est-ce quand vous voyez qu'il y a vraiment débat sur la constitutionnalité de ce référendum en Crimée, est-ce que aujourd'hui on peut faire un vrai parallèle entre le cas du Ralapar et le cas de la Crimée en termes de modèle d'autodétermination? Parallèlement, mais on peut toujours comparer. Bien que tous les experts s'accordent à dire qu'il faut des situations conflictuelles soient considérées cas par cas. Mais on peut essayer de voir les ressemblances et les différences entre le cas du Karabakh et le cas de la Crimée. Constitutionnelle, alors tout dépend si il s'agit de la constitution ukrainienne. La constitution ukrainienne, évidemment, ne permet pas une telle sécession, un tel détachement, mais en même temps, d'autres experts disent que en prenant le pouvoir par une voie non démocratique, c'est-à-dire par un coup de force à Kiev, on abolit toute règle constitutionnelle et de ce fait, on ne peut plus parler de la constitutionnalité ou de la non-constitutionnalité. En ce qui concerne le droit international est extrêmement clair sur la question. Tous les peuples du monde, ou les populations, mais à partir du moment où une population a un projet politique, devient en quelque sorte un peuple, ont le droit de s'autodéterminer. C'est la règle du droit international et ce droit international donne cette possibilité au peuple ou à la population de la Crimée et strictement au sens juridique, nous n'avons pas ici, et que quel que soit le gouvernement, de dire c'est légal ou ce n'est pas légal, parce que un gouvernement peut reconnaître ou ne pas reconnaître une situation, une réalité, mais parler de la légalité ou d'illégalité, ça ne change strictement rien. Ça c'est fait, c'est la réalité, ça s'est basé sur on est devant un fait accompli aujourd'hui, c'est vrai. Après, parler de la procédure, le déroulement de la Crimée, pourquoi, etc., ça c'est un débat. Mais pourquoi il y a eu une présence militaire russe, est-ce que ça a favorisé ou défavorisé la libre expression? Mais cela, à mon sens, ne touche pas le droit même, le droit international, qui donne le droit à tous les peuples, sans exception, de s'exprimer et de demander éventuellement une sécession d'une entité étatique. Alors le problème aujourd'hui ici, que ce soit pour la Russie, parce qu'il faut voir les médias russes comment s'expriment-elles sur l'affaire ukrainienne depuis le début de la crise, c'est d'une seule voix. Je veux dire, il y a une méthode qui nous rappelle un peu un certain passé soviétique dans la propagande, mais en Occident aussi, on voit que entre les États-Unis et l'Europe, il y a une homogénéité dans le discours global, et on a l'impression qu'il y a un chef d'orchestre invisible qui nous permet pas de voir certaines analyses sur la réalité historique, géopolitique, et c'est peut-être un peu ça qui fait aussi, qui nous fait mal dans la compréhension du pourquoi, au-delà du droit. En fait, je le regrette parce que il y a une telle crispation, il y a une telle radicalisation soudaine des positions que, bien entendu, la volonté de tous ceux qui sont concernés directement dans ce processus est souvent mise à côté. Je parle évidemment, à premier lieu, le peuple ukrainien. Alors, quel est l'avis du peuple ukrainien? Pas de ceux qui gouvernent aujourd'hui à Kiev. Tout le monde, tous les commentateurs disent que le peuple ukrainien n'a pas un
un avis unanime. En Crimée, évidemment aussi, il y avait des pro-référendum et contre en fait des personnes. C'est vrai qu'on a l'impression que la présence militaire, si on prend l'exemple, bientôt en Grande-Bretagne où nous avons un cas de référendum, mais là ça se passe pas sous les armes. Je dis pas que on a mis les armes sur la tête des gens, mais la présence militaire d'une force externe fait la différence. Je suis d'accord avec vous, mais pour être honnête intellectuellement, les bases militaires étaient là avant le référendum. Ces bases militaires sont en Crimée par contrat et que l'on veuille ou pas, les reportages que j'ai vus et du côté russe, mais aussi les quelques reportages que j'ai vus côté, en fait, dans les médias occidentaux, ont montré que, d'une manière générale, en fait, on donnait ce sentiment. La grande majorité de la population en Crimée était favorable à un tel référendum et approuvait. Évidemment, il y aura toujours des contre, notamment des individus pour des raisons idéologiques. De toute façon, il n'y a pas de doute sur le fait que la majorité, 50 plus 1 de la population de la Crimée, était en faveur de ces référendums. Les gens ne mettent pas en doute le résultat du référendum, mais l'ambiance du référendum en quelque sorte. Si on ne met pas de doute le résultat et si le droit international permet la tenue d'un référendum, l'ambiance, oui, on peut avoir des avis, mais ça ne change rien. Alors, Jean-Sylvestre Mongrenier, est-ce que selon vous, maintenant que les choses sont faites, est-ce que vous pensez que on peut encore discuter d'un retour de la Crimée dans le cadre de l'Ukraine, ou c'est quelque chose d'acquis, que tout le monde a compris qu'on ne peut pas faire aller en arrière, mais que faire à partir de là pour les États-Unis et l'Europe? Il y a un fait accompli, oui d'accord, mais enfin d'abord les faits ne sont pas créateurs de valeur, ça c'est une première chose. Et puis par ailleurs, vous savez qu'est-ce que l'on aurait dit quant à rien qu'en 1985, quant à la possibilité de voir le mur de Berlin tomber, le rideau de fer disparaître, l'Allemagne réunifiée. Donc là on fait comme si d'un seul coup c'était pour les siècles des siècles, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir, on va parler d'autre chose. Faut voir les choses dans la durée justement. La géopolitique, ça consiste à distinguer les ordres de grandeur, les niveaux d'analyse au plan géographique, et puis ça consiste aussi à distinguer les échelles de temps. Donc on vient juste d'organiser ce référendum dans des conditions qui sont inacceptables, et le droit d'abord qui est pas le droit international est certainement pas réductible uniquement au principe d'autodétermination. C'est quand même une construction complexe, et il n'y a pas que ça. Et puis surtout dans le droit, les formes sont extrêmement importante, et lorsque l'on a un esprit classique, la France, c'est quand même historiquement le pays de l'esprit classique, on sait que la forme et le fond, c'est une seule et même chose finalement. Alors maintenant, il y a une situation de fait, du point de vue européen, du point de vue occidental, c'est déjà empêcher de Vladimir Poutine d'aller plus loin. Je pense que c'est ça On parle d'Odessa aujourd'hui ? Et comme ça a été, excusez-moi, je termine rapidement, et comme ça a été rappelé tout à l'heure par Julien, en Géorgie, s'il n'est pas allé plus loin, c'est pas uniquement parce que de lui-même il s'est dit non, faut que je sois raisonnable, c'est parce qu'il y a eu quand même une réaction de l'Union européenne, une réaction de l'Occident, il y a eu un calcul des forces, et il a eu le sentiment qu'il fallait quand même pas dépasser un certain nombre de limites. Donc je vous rends la parole pour votre question. Non, tout simplement dans la suite de ce que vous disiez, est-ce que Vladimir Poutine aurait l'ambition d'aller vers quelle région parce qu'on parle de l'Ukraine de l'Est, on parle d'Odessa aujourd'hui, c'est le Premier ministre par intérim de l'Ukraine qui dit qu'il y a des nouvelles ambitions, il y a des gens, il y a des manipulateurs, des provocateurs, des commandos qui sont déjà à Odessa dans l'objectif de préparer un peu le terrain. Est-ce que vous pensez que des pas concrets sont pris pour justement aller au-delà de la Crimée? D'abord, je suis pas au courant du détail des choses, et puis il est évident que dans une situation conflictuelle de ce type, il y a aussi une guerre des mots, il y a aussi une propagande de part et d'autre. Il y a certainement un alarmisme de la part du gouvernement ukrainien qui justifie tout
tout à fait au regard de la situation. Donc est-ce qu'il y a des commandos sur place, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit bien y avoir des mouvements de type sécessionniste, pro-russe, comme ça existait en Crimée, et qui, avant le référendum qui s'est déroulé, dépassaient pas plus de 4 ou 5% des voix lors des différentes élections. Moi, je crois que c'est de l'ordre du possible, et je suis persuadé que Poutine ira aussi loin qu'il le peut. Alors là, il me semble qu'il y a quand même une réaction empreinte de fermeté de la part de l'Occident, alors beaucoup plus prompte de la part des États-Unis, bien sûr, qui jouent leur rôle de grands réassureurs de sécurité. C'est plus lent pour les raisons que l'on a indiquées précédemment du côté de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est une sorte de Commonwealth pan-européen. C'est une structure intergouvernementale, faut se mettre d'accord, mais malgré tout, quand on regarde la totalité de ce qui a été décidé en peu de temps, finalement, il y a des signes de fermeté, et je pense, ou en tout cas j'espère que Vladimir Poutine prend bien tout ça en compte, et qu'il n'est pas le prisonnier d'une partie de la propagande russe, qui explique que les Européens, les Occidentaux sont vils, décadents, sont capables de rien, sont faibles, et on peut tout se permettre. Il ne faudrait surtout pas qu'ils soient prisonniers de ces slogans. Ce que l'on peut craindre aussi, c'est une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire qu'au départ, il y ait un calcul des forces, et puis quelque chose de bien pensé au plan stratégique, je ne parle pas bien sûr au plan éthique, et puis qu'ensuite, il y a une espèce de bouffée d'excitation, le nationalisme qui déborde les uns et les autres, et puis qui pousse à aller encore plus loin. Alors, Julien Zarifian, que gagneront finalement les uns et les autres? Les États-Unis, on sait qu'on est en train de parler de géopolitique, il y a des grands plans qui, nous, les simples citoyens, nous dépassent quelquefois, mais on voit quand on envoie tant d'armées au Moyen-Orient, tant d'armées dans telle ou telle région du monde, on sait que les ambitions sur le plan de l'énergie, de la sécurité, de la mainmise sur les affaires du monde. Alors, en quoi l'Ukraine intéresser justement les États-Unis? Oui, vous avez raison, Vartan, de dire que cela nous dépasse souvent, nous, citoyens, et même nous. Enfin, moi, en tant que chercheur, je reste très, très modeste. On n'est pas dans le secret des dieux, et tout ça est compliqué, tout ça est difficile. Moi, je trouve que la réaction des États-Unis, en fait, est plutôt mesurée par rapport à la crise ukrainienne. Et je pense que ce qui caractérise Obama, c'est quand même une certaine prudence, notamment si on le compare à son prédécesseur. Donc gel des avoirs de certains leaders russes, des déclarations évidemment, mais dans le même temps, Obama s'est empressé donc il y a quelques jours de dire que les États-Unis ne prendraient pas les armes contre la Russie. Je le cite de manière évidemment imparfaite, mais c'était quand même hier, l'idée. François Hollande disait qu'il maintenait l'invitation de Vladimir Poutine pour les célébrations de l'embarquement, etc. Donc on a l'impression que là on parle des États-Unis, mais même là cet exemple de François Hollande, de la France, est assez quand même extraordinaire. Donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le grand méchant Vladimir Poutine, mais qu'on invite quand même à des célébrations. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse réellement. Je comprends pas. Mais non, mais tout ça est complexe. Enfin, la politique étrangère, la diplomatie, c'est complexe. C'est rarement tout noir, tout blanc, en tout cas de mon point de vue. Donc moi, je pense que très clairement, en Occident, personne n'a d'intérêt à une guerre, en tout cas une escalade qui serait vraiment forte avec la Russie, et évidemment surtout pas un conflit armé. Je pense qu'en définitive, personne n'a d'intérêt à proprement parler à un conflit armé avec la Russie. Je pense pas non plus que la Russie ait d'intérêt à un conflit armé avec l'Ukraine, avec l'Occident, etc. Donc je pense que tout ça se fait pas à pas. On se jauge. Jean-Sylvestre le rappelait, il y a du bluff également, évidemment, de part et d'autre. Après, s'agissant alors l'Occident. Qu'est-ce qu'on gagne avec cette affaire ukrainienne? D'un côté, on va parler de l'Europe aussi, parce qu'il y a cet accord d'association, il y a aussi l'influence de l'Europe. L'Europe, comme Jean-Sylvestre Montgrenier le rappelait, n'est pas un pays homogène comme les États-Unis. C'est une structure un peu plus complexe et où la décision n'est pas, dans les mains d'un président, etc. C'est plus complexe de parler d'une stratégie et d'une politique étrangère de l'Europe. Mais en tout cas, l'Europe
l'Europe a aussi ses ambitions de mettre en avant un peu son autorité à travers le monde. Et on va parler avec Jean-Sylvestre Montgrenier de relations liées à la sécurité, à l'énergie. Mais justement, les États-Unis, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Il n'y a pas de pétrole en Ukraine. Est-ce que c'est des bases militaires? Est-ce que c'est des radars? Est-ce que j'en sais rien, comme en Pologne, par exemple? Non, moi, de mon point de vue, mais bon, on est un peu dans l'opinion quand même. Je suis pas à 100% dans le scientifique là, mais de mon point de vue, les États-Unis n'ont pas grand-chose à gagner en Ukraine, si ce n'est du prestige, des principes, défendre des principes, etc. Des principes notamment de droit international, on en parlait quand même. Mais voilà, sinon, non, je pense pas que l'Ukraine soit absolument fondamentale sur l'échiquier pour les États-Unis. Et je le répète, Obama, c'est quand même plutôt de la prudence, du pragmatisme en matière de politique étrangère. C'est évidemment ce qu'on a appelé le tilt ou la balance vers l'Asie, donc focaliser de plus en plus l'énergie, les forces américaines autour de la Chine et au-delà, et un recul au moins relatif des territoires qui étaient d'Eurasie et même d'ailleurs du Moyen-Orient d'une certaine manière. Alors vous avez raison de rappeler que Barack Obama, c'est pas Bush, les deux Bush, et preuve en est cette surtout décision d'attaquer la Syrie. Mais attendez, je demande au Congrès, et que en sachant que le Congrès finalement n'allait pas accepter cette décision, finalement personne n'a attaqué la Syrie. Alors justement, Hovhannes Kevorkian, quand on parle de la Russie, de la nouvelle Russie, de Poutine, cette grande ambition, cette force, le retour vers une sorte d'Union soviétique, en tout cas une grande hégémonie. Et quand on pense à un moment de l'affaire syrienne, est-ce qu'on est en train d'encercler en quelque sorte Poutine? Est-ce qu'on est en train de couper ses ailes pour dire que tu as une certaine limite, tu n'as pas le droit de la dépasser, et si on ne fait pas ça aujourd'hui, ce sera trop tard demain, donc on fera tout. Et est-ce que pour cette raison, pensez-vous qu'il peut y avoir une escalade, une sorte, parce que tout le monde parle plus maintenant, mais à un moment donné, on a parlé d'une éventuelle troisième guerre mondiale, évidemment, ça semble un peu absurde, mais en tout cas, il y a une hypothèse d'une escalade. Qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté de l'Occident d'arrêter Poutine ici? Voyez-vous, en tant que représentant d'un peuple arménien, et en l'occurrence du Karabakh, je disais que nous, Karabakh, nous n'avons pas du tout le sentiment que la Russie veuille aujourd'hui un retour à l'Union soviétique. Nous n'avons pas du tout ce sentiment. Il y a plusieurs contrats qui sont signés, il y a une coopération militaire de plus en plus étroite, et ça s'arrête là. Avec la Russie. D'accord. Et ça s'arrête là. Vous parlez du Haut-Karabakh ou de l'Arménie? Le Haut-Karabakh, via l'Arménie, si vous voulez, il y a cette coopération. Après, on peut toujours, évidemment, tomber dans les fantasmes, prévoir des choses qui peut-être arriveront ou peut-être pas, mais cela relève toujours des hypothèses et des fantasmes, et chacun juge après. Pour vous dire que la Russie, Vladimir Poutine a tenu un discours assez clair, à mon sens, après le référendum de la Crimée, en énumérant 5 raisons pour laquelle la Russie avait soutenu la Crimée. Premièrement, c'était la raison historique. Deuxièmement, c'était la raison culturelle, historique parce que la Crimée a fait historiquement partie de la Russie. En troisième point, il a dit que le rattachement pendant l'Union soviétique de cette partie à l'Ukraine était justement anticonstitutionnel et parce que le peuple criméen n'avait jamais été demandeur et puis consulté surtout. Bien sûr, il y a des raisons ethniques, mais aussi une raison militaire parce que la flotte militaire russe se trouve justement en Crimée. Et ce sont ces 5 raisons que, d'après Poutine, il a été clair aussi dans le sens où il a dit il n'y aura pas d'autres actions en Ukraine. Il l'a dit clairement.
Et donc, si on veut considérer, si on veut prendre sérieux la parole de ce que dit Poutine, soyons jusqu'au boutiste, croyons ce qu'il dit réellement, et pas ce que nous croyons qu'il pense. Parce qu'on a l'impression qu'avec Poutine, et c'est ce que Jean-Sylvestre Montgrenier disait, je pense, tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui dit clairement ce qu'il pense. Et là, quand il annonce quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans le bluff, mais vous savez... dans un projet politique. Il annonce un projet politique. Pour nous, les peuples qui sont concernés, en fait, quand je dis les peuples, ce sont les peuples qui sont dans la périphérie de ce deux mondes, si je peux appeler ainsi, le monde occidental et le monde russe, et pour lequel aujourd'hui il y a une certaine concurrence, probablement nous sommes les plus concernés dans ces affaires ou dans cette confrontation, dans cette divergence Occident-Russie. Et toute provocation et toute mesure, à mon sens, va avant tout envenimer la situation, et ce sont ces peuples qui sont directement concernés qui paieront le prix. Le peuple ukrainien aujourd'hui paie le prix, peut-être paye le prix le plus fort que le peuple russe ou le peuple français ou le peuple anglais, mais en tout cas c'est le peuple ukrainien qui est aujourd'hui dans cette situation difficile, et il faut bien entendu analyser la situation, mais sans exagération, essayer d'être pragmatique et essayer de trouver des solutions, parce que tout discours qui envenime la situation, tout discours il faut contrecarrer, etc., à mon sens va donner l'occasion d'une escalade. J'espère pas militaire, mais même économique, ça va être d'une manière ou d'une autre être extrêmement négatif pour la périphérie de la Russie ou la zone entre l'Occident et la Russie. Alors Jean-Sylvestre Montgrenier, parlons aussi de ces questions sécuritaires et énergétiques, et parfois les deux sont liés. Alors sur le plan stratégique, cette base navale en Crimée, à Sébastopol, est-ce que pensez-vous que le fait de vouloir absolument et à tout prix garder et prendre la Crimée pour garder aussi cette base militaire, c'était aussi dans l'ambition de garder le lien avec la Syrie, parce qu'à Tartous aussi il y a une base stratégique russe, et que sans ces deux bases, est-ce que la Syrie s'affaiblirait, et est-ce que dans ce grand schéma, l'ambition quelque part était d'affaiblir ce projet donc syro-russe face à l'Occident et face aux États-Unis? Il n'y a pas de comparaison entre ce que représente Sébastopol, aussi bien au plan matériel, historique et symbolique, avec ce qu'est Tartous. Tartous, on parle toujours de Tartous comme une base navale russe. En fait, on a un bateau atelier avec peut-être 200 personnels. Bon, alors après, on estime que la totalité des conseillers militaires et autres russes en Syrie auprès du régime, ça serait près de 10 000. Bon, ça semble beaucoup, et puis de toute façon, c'est toujours très incertain. Mais en fait, Tartous, ça n'est en rien comparable. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, et puis sur les mêmes niveaux au plan symbolique. Par contre, Sébastopol, oui, c'est particulièrement important, mais les positions russes à Sébastopol n'étaient pas remises en cause. On a voulu présenter, par exemple, la finlandisation entre guillemets de l'Ukraine comme une sorte de solution de sortie de crise à ces dernières semaines. C'était enfoncer une porte ouverte, parce qu'on va laisser tomber le terme de finlandisation, mais on pourrait dire que c'est ce qui s'est fait depuis l'indépendance de l'Ukraine, depuis le traité d'amitié et de coopération de 1997. Il y a un accord qui a été trouvé sur Sébastopol, avec un statut d'abord d'autonomie à l'intérieur même de l'Ukraine, en plus de l'autonomie de la Crimée en tant que telle, et puis la base navale en 1997, elle a été louée pour 20 ans à la Russie, et alors quand Yanukovych est parvenu à la présidence en 2010, il s'est empressé de faire renouveler donc le bail de location qui courait jusque 2042. Donc les intérêts stratégiques de la Russie, ils étaient pleinement pris en compte pas par l'Ukraine telle qu'elle était. D'accord, mais je pense que la vision, elle est plus large que la simple géostratégie, c'est-à-dire un certain nombre d'emprises militaires sur les territoires. Elle est
véritablement géopolitique. Il y a tout le discours de la Grande Russie, alors un discours avec des tas d'arguments historiques, qu'on peut manipuler aussi un petit peu dans tous les sens, parce que c'est Catherine II, c'est la Grande Catherine, la Crimée, ça remonte pas au Moyen Âge. Alors d'un côté, on explique que l'Ukraine c'est le berceau originel de la Russie, ce qui est tout à fait discutable, parce que ça revient à dire que l'héritage de Kiev, de la Rousse de Kiev, il serait pas à Kiev, il serait à Moscou. C'est discutable historiquement. En tout cas, ça nous ramenait à des échelles de temps beaucoup plus longues. Par contre, quand on prend la Crimée à elle seule, c'est des échelles de temps beaucoup plus courtes. Ça s'est joué fin 18e, début 19e. Alors, parlons, il est très important de faire toujours un peu de pédagogie et pour comprendre pourquoi cette crise ukrainienne d'un seul coup. Alors, juste une parenthèse, est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a quelques années, il y a eu cette révolution orange et on dit toujours que dans ce schéma de confrontation Est-Ouest, il y a des forces internes, ça se fait dans beaucoup de pays, qui sont liés, en tout cas financés, aidés, parfois manipulés par des grandes puissances. Donc, en l'occurrence, là, il s'agit des États-Unis et la relation des États-Unis avec certaines franges de l'opposition d'hier ukrainienne. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de préparation du terrain, de la société civile, la révolution d'Orange, qui a préparé cette nouvelle révolution ou renversement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des connexions avec les pays occidentaux dans un monde libre et ouvert. C'est dans l'ordre des choses. Dans ce cas-là, vous savez, le KGB, autrefois, il expliquait que Solzhenitsyn a été vendu à l'Occident parce qu'il y avait bel et bien des réseaux qui avaient acheminé ses manuscrits. Donc, à ce type d'argumentaire, j'y suis réticent. Et encore plus dans le cas présent, parce que comme Julien le rappelait tout à l'heure, depuis plusieurs années, il est évident que du côté des États-Unis, il y avait la volonté d'essayer de négocier un grand partenariat avec la Russie en évitant justement de mettre un peu trop de pression sur l'élargissement des structures euro-atlantiques à l'Ukraine, à la Géorgie. Et il y a certainement pas une volonté comme ça au sommet des États-Unis de prendre l'Ukraine pour encercler encore un petit peu plus la Russie. Au contraire, le tort de la diplomatie américaine dans cette histoire, c'est son présupposé. Le présupposé, quel est-il? C'est que finalement Poutine est un partenaire naturel, serait un partenaire naturel de l'Occident, alors un partenaire un peu rugueux qu'il faut ménager, il faut lui laisser de l'espace, il faut lui laisser de l'oxygène, c'est ce que l'on a fait depuis plusieurs années, et on se retrouve dans la situation présente. Et s'il y a tout un retournement de la part de la diplomatie, plus largement de la politique étrangère américaine aujourd'hui, c'est finalement une forme de constat de l'échec de la diplomatie du reset, parce que l'idée directrice de cette diplomatie du reset, elle était fausse. À l'évidence, Poutine est sur un autre portage. Alors maintenant, je pense que c'était la différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'en Ukraine, il y a du népotisme, il y a de la corruption, il y a tous les mots que l'on peut connaître, mais par rapport à la Russie de Poutine, le fait est que les espaces de liberté sont beaucoup plus importants, il y a une forme de pluralisme, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, le terme d'oligarchie, il serait peut-être à prendre au sens strict du terme, c'est pas quelque chose d'idéal, mais il y a quand même plusieurs centres de pouvoir, il y a plusieurs centres d'influence, il y a plus de pluralisme dans l'information, dans l'opinion, et dans une large mesure, l'insurrection civique ukrainienne à laquelle on a assisté, c'était une insurrection contre un pouvoir qui se durcissait de plus en plus, qui était en voie de poutinisation, et puis ça s'est soldé quand même par des dizaines de morts sur le terrain, et Yanukovych, il s'est enfui oui, avec des valises de billets, c'est quand même ça la réalité. Alors, Ovanes Kevorkian, vous voulez réagir? Oui, en fait, tout simplement, je voudrais dire aussi que un des facteurs déclencheurs de cette radicalisation des positions entre l'Occident et la Russie, ça a été cette série d'accords d'association entre 6 pays, en fait, l'Union européenne et 6 pays, dont l'Arménie faisait partie. Et qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui a été la réalité, c'est que l'Arménie, fidèle à sa politique dite de complémentarité, a voulu justement ne pas choisir entre une union douanière, une union d'association avec l'Union européenne. Et la Russie n'a pas obligé l'Arménie de choisir entre ces deux. L'Arménie voulait
idem, l'Ukraine aussi, avoir les deux, c'est-à-dire coopérer à la fois avec la Russie, mais avec l'Europe, et qu'on le veuille ou pas, malheureusement, à mon sens, certains pays ont été dogmatiques dans cette affaire, qui n'ont pas voulu partager cet espace économique et en tout cas mener des négociations à trois avec la Russie. Et dans ce contexte, peut-être la réaction russe s'est radicalisée. Vous voulez dire que c'est l'Europe qui a dit je ne veux pas de la Russie, ou bien c'est vous allez vers les Russes, ou bien vous venez vers l'Europe. C'est voilà. l'un ou l'autre. L'Europe a dit clairement, à la fois à l'Arménie, mais aussi à Yanukovych, si vous faites partie à l'Union douanière, vous ne pouvez pas continuer les négociations avec l'Union européenne. Donc c'était une approche assez claire, mais qui donnait le choix ou la Russie ou l'Union européenne. L'approche de l'Arménie, des autorités arméniennes, était et la Russie et l'Union européenne, justement pour éviter toute confrontation possible entre ces deux. Et d'ailleurs, la politique de complémentarité qui a été pratiquée pendant plus d'une dizaine d'années par l'Arménie, c'est-à-dire être à la fois ouvert vis-à-vis des États-Unis et avoir une alliance stratégique avec la Russie, c'était possible, et ni les États-Unis ni la Russie n'ont pas freiné ou interdit une telle ouverture. Absolument. En deux directions. Et à mon sens, rien n'empêche ces ponts que peut être l'Ukraine, que peut être l'Arménie, que peut être la Russie, entre la Géorgie, entre l'Occident et la Russie, si on veut garder la stabilité internationale et si on veut que la paix existe dans le monde. Après, si on veut diaboliser, montrer du doigt de l'autre, justement dire que l'autre et ne nous ressemble pas parce qu'il est méchant, parce il veut s'emparer de tout ce que nous avons, je crois que ce n'est pas une bonne solution et je me félicite justement des décisions des Européens hier, mais aussi la position de Vladimir Poutine qui ont tenté d'apaiser un peu les tensions. Vladimir Poutine qui a déclaré qu'il ne répondrait pas par des sanctions aux sanctions occidentales et que les Occidentaux ont pris la décision de ne pas aller très loin dans ces sanctions. Donc une tentative d'apaiser les choses et de ne pas envenimer la situation déjà compliquée. Mais une fois encore, c'est toujours les dialogues et la coopération et pas les dogmes et pas la prudence et pas la peur qui vont avancer les choses. Alors Jean-Sylvestre Mongrenier, parlons des questions dont on parle très peu ces temps-ci, c'est l'énergie, parce que quand on parle de sanctions, on touche des personnalités ou des banques, comme on l'a vu avec la banque Rossiya hier, qui a pas fermé, mais en tout cas Visa et Mastercard ont arrêté toute coopération et ça a bloqué pas mal de clients de cette banque. Pourquoi on ne touche pas aux grandes affaires? Pourquoi on n'arrête pas les grandes coopérations pour faire mal à la Russie? Est-ce que parce que le mal serait vécu par les deux parties? Quelle est la logique des sanctions? Bon, d'abord, il y a une situation d'interdépendance, mais d'abord, pour revenir sur la logique des sanctions, c'est celle de la riposte graduée, comme on a dit. Donc, il y a volonté de conserver une certaine latitude d'action, un espace de manœuvre pour pouvoir discuter, pour pouvoir négocier. Je ne parlerai pas de dialogue, parce que le dialogue, pour moi, c'est socratique, c'est philosophique, c'est la recherche de la vérité, ça n'a pas grand-chose à voir avec les relations internationales. Si dans les livres d'histoire, on commence à parler non pas du sommet de Yalta, mais du dialogue de Yalta, on s'interrogerait un peu quand même sur le bien fondé de ce terme. Aujourd'hui, on parle de dialogue un petit peu dans tous les sens, alors que si on a deux PDG qui se rencontrent pour négocier une fusion-acquisition, ça viendrait à personne. L'idée de parler de dialogue ne viendrait à personne. Alors maintenant, sur le plan énergétique, oui, on est dans une situation d'interdépendance. Alors il y a un discours un petit peu masochiste en Europe, on peut rien faire, on est prisonnier de la Russie, regardez ce qu'il représente, ça représente à peu près un quart des besoins des pays de l'Union européenne sur le plan gazier. Alors dans une crise, dans le cours d'une crise, c'est sûr que là la fermeture du robinet du gaz aurait un effet immédiat, médiatique, avec des conséquences politiques. Maintenant, dans la durée, pour la Russie, ça serait grave. Il y aurait des contre-effets importants, parce que oui, mais pour l'Europe aussi. Oui, d'accord, mais
oui, pour l'Europe aussi. Sachant que hier, une grande responsable américaine annonçait dans la soirée que les États-Unis ne pourraient pas fournir du gaz naturel, en tout cas pas avant 2015, donc d'ici 2015... Même un peu plus tard, je pense, ça serait plutôt du 2016-2017. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un redéploiement là de la politique russe de la part des pays occidentaux. Et les choses, j'insiste, se jouent dans la durée. On est prisonnier un petit peu de, du monde de la technique, où tout serait à portée de clic en quelque sorte, et on voudrait que tout se joue dans l'immédiat, dans l'instant présent, alors que là, il y a un redéploiement qui est en train de se faire, et tout ce qui se passe, ça va certainement aller dans le sens d'efforts beaucoup plus accentués vers l'autonomie énergétique, la diversification des flux, et ça va se jouer sur plusieurs années. Alors maintenant, si la Russie voulait utiliser jusqu'au bout donc l'énergie comme une simple arme politique, il y aurait des contre-effets beaucoup plus graves dans la durée que pour l'Union européenne. L'essentiel des exportations, 70% des exportations de la Russie, c'est du pétrole, et c'est du gaz, c'est des produits de base, et c'est avant tout à destination de l'Europe. Quand on regarde la production de gaz russe, on doit avoir un peu plus des 2/3 qui sont consommés sur place, alors de manière même excessive, parce que l'efficacité énergétique en Russie est très en deçà de ce que ça peut être dans les pays européens. On a à peu près le tiers de cette production qui est exportée vers l'Europe, et on a à peine 3% qui est exporté vers l'Asie. Et donc il y a une bonne partie du PIB de la Russie, une bonne partie il y a des ressources budgétaires de la Russie qui dépendent de ces exportations. Il faut savoir que si on retire le secteur énergétique du PIB de la Russie, le PIB de la Russie il se retrouve finalement à peu près au niveau de celui des Pays-Bas. Donc ça permet quand même de ces ordres de grandeur, cet exercice de comparaison un petit peu artificiel, mais il s'agit de réfléchir, d'essayer de saisir les enjeux. Ça permet quand même de relativiser ce discours sur la toute-puissance de la Russie au plan énergétique. Et quand on parle, pardon Jean-Sylvestre Montgrenier, quand on parle de la possibilité pour la Russie de se tourner vers la Chine, qui a des besoins colossaux en matière d'énergie, d'ailleurs, elle essaie d'acheminer son pétrole, par exemple, depuis l'Afrique. Est-ce que c'est une possibilité pour la Russie, ou est-ce que là encore c'est une question de temps, ou c'est une question de prix aussi? Alors c'est une question de beaucoup de temps, parce que 90% de la production de gaz et de pétrole, ce sont des gisements qui sont en Sibérie occidentale, et toute cette production elle est tournée vers l'Europe. Et il faudrait donc accentuer tout ce qui est exploration, production en Sibérie orientale, du côté du lac Baïkal. Alors ça existe déjà, mais c'est pas encore grand-chose. Pour l'instant, il existe un oléoduc qui part de la région du lac Baïkal, d'Angarsk, et puis qui achemine du pétrole en Chine, en Mandchourie, à Daking. Bon, ça représente à peu près, je crois, 5-6% des importations chinoises de pétrole. Là, ça reste donc relativement modéré. Il y a des négociations sur le gaz, sur la construction de 2 gazoducs, toujours depuis la région du lac Baïkal et toujours à destination de la Chine. Mais ces négociations piétinent notamment sur la question des prix, et schématiquement, les Chinois veulent pas payer le gaz russe au prix que les Européens le payent. Et les Chinois, ils ont une autre carte dans leur jeu, c'est que depuis 2009, il existe un gazoduc qui part depuis le Turkménistan, qui passe par l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, les ports de Dzungari. Là, c'est le nord du Xinjiang, c'est le Turkestan chinois, et ça permet donc à la Chine d'importer de plus en plus de gaz, et aussi d'ailleurs de plus en plus de pétrole depuis l'Asie centrale. Donc ils mettent la Russie en compétition avec les pays producteurs d'Asie centrale. Et dans ce jeu-là, la Chine a beaucoup plus de cartes à jouer. Et d'ailleurs, à mon sens, dans la durée, si la Russie s'engage dans une véritable confrontation avec l'Occident sur toutes les questions que l'on a vues, on pourrait très bien envisager que la Russie un jour devienne l'étranger proche de la Chine, pour utiliser leur vocabulaire. Alors un mot sur l'économie française par rapport à ce qui pourrait arriver quand on voit le nombre de plus en plus croissant d'entreprises françaises s'installant en Russie, et cette coopération qui a pris au moins ces dernières années, pas un niveau peut-être attendu par les deux parties, mais en tout cas il y a un développement économique entre la Russie et la France. Est-ce que vous pensez que ces sanctions, et s'il y a une sorte d'accentuation de ce phénomène de rejet entre les deux parties, les entreprises françaises pourraient subir des dégâts importants?
Il y a des banques, il y a des... Je suis pas un spécialiste de la chose, donc je peux pas rentrer dans les méandres ou dans les arcanes des relations économiques entre la France et la Russie. D'une manière générale, on est moins exposé que l'Allemagne, on est moins exposé que l'Italie. Et puis là encore, si on change les ordres de grandeur, dans ce jeu des interdépendances, au niveau entre l'Union européenne, prise comme un tout, et puis de l'autre côté la Russie, c'est surtout la Russie qui a à perdre. La moitié de son commerce extérieur, c'est avec l'Union européenne. Alors que la Russie, dans le commerce extérieur de l'Union européenne, ça doit représenter à peu près 5 ou 6% du total. Donc certes, il y aurait des retombées négatives pour les deux parties, mais là encore, dans la durée, en termes globaux, les retombées seraient beaucoup plus lourdes pour la Russie. Et puis maintenant, bien sûr, il faut prendre en compte les intérêts commerciaux, tout ça, c'est tout ce dont on discute, mais en même temps, il y a toujours le dilemme entre la sécurité d'un côté et l'économie de l'autre. Et un État vrai, si je puis dire, un État régalien, il doit faire prévaloir les questions de défense, de sécurité, les questions d'importance stratégique sur des considérations commerciales. Et c'est ce qui est en train de se faire peu à peu. Très bien. Merci Jean-Sylvestre Montgrenier d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous allons poursuivre avec nos invités autour du plateau pour parler un peu plus des incidences que porte cette question de la Crimée sur l'Arménie et sur le Haut-Karabakh. Alors, pour vous, Julien Zarifian, quel parallèle peut-on faire, sachant que depuis de longues années, il y a assez pour parler les négociations sous l'égide du groupe de Minsk. Est-ce que cette problématique entre le principe d'autodétermination dont nous a parlé Hovhannes Kevorkian et l'intangibilité des frontières va peser dans les relations internationales davantage, parce que avec la Crimée, tout le monde est intéressé. C'est plus le petit Haut-Karabakh qui aujourd'hui est en question, mais ce sont les intérêts directs de ces grandes puissances. Qu'en pensez-vous sur l'avancée, sur l'acharnement des deux parties pour sauvegarder ou pour mettre en avant tel ou tel principe? Bon, je pense évidemment que l'affaire de Crimée montre que le principe un peu figé, un peu dogmatique, sans doute nécessaire au demeurant, mais quand même un peu crispé d'intangibilité des frontières, ne peut correspondre toujours à la réalité ou à la meilleure option. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est plutôt favorable, pour le dire clairement, c'est plutôt favorable à la partie arménienne de mon point de vue. Maintenant, c'est autre chose. Les deux affaires sont différentes. On nous parlait du Kosovo beaucoup il y a quelques années. On voit qu'il n'y a pas eu de répercussion, malgré tout, en tout cas directe, à ma connaissance, sur le cas du Karabakh. Donc là, je ne sais pas s'il y en aura s'agissant de la Crimée, mais en tout cas, s'agissant des deux principes, et on l'a peut-être pas assez développé en première partie d'émission, mais quand même, un des points de départ, c'est qu'une majorité de la population criméenne était opposée à toute forme d'éloignement à la Russie. C'est quand même ça le point de départ, et Hovhannes l'a expliqué brièvement, mais c'est quand même central, et je pense que ce genre de principe, c'est-à-dire finalement les positions et les sentiments, j'ai envie de dire, des peuples, effectivement, et un peu la géopolitique finalement, et de retour d'une certaine manière avec les sentiments des peuples qui à un moment donné font aussi partie de la donne. C'est pas uniquement les relations internationales, c'est pas uniquement les grandes capitales qui discutent entre elles. À un moment donné, les peuples sont, alors parfois ils sont manipulés, c'est compliqué évidemment, mais en tout cas les peuples on voit au chapitre, et c'est un peu ça une des conclusions de l'affaire en Crimée, de mon point de vue, c'est un peu ça. Et donc, pour le dire très clairement, je pense que c'est plutôt favorable à la partie arménienne, s'agissant du Karabakh. Alors justement, Hovhannes Kevorkian, est-ce que d'abord il faut dire qu'il y a eu à Stepanakert une sorte de célébration de quoi s'agit-il? Est-ce que c'était la célébration en faveur du référendum pour la Crimée? Est-ce que c'était juste politiquement pour dire que si là-bas il y a eu cette expression d'autodétermination, est-ce que parce que on célèbre parce que c'est un atout pour nous désormais? Quelle était la... Non, je suis parfaitement d'accord avec Julien, dans le sens où les cas, les précédents, si on peut dire, il y en a eu dans le passé, il y en aura dans l'avenir, mais ce n'est pas ça qui a une répercussion
directe sur la solution, sur le règlement du conflit du Karabakh et sur l'acceptation ou la reconnaissance de statut d'indépendance du Karabakh. Ça, c'est indéniable. Ça relève du domaine politique et géopolitique et pas du domaine juridique, malheureusement. Au Karabakh, à Stepanakert, la position, c'est la population. La population s'est réjouie, comme la population s'est réjouie quand il y a eu la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, quand il y a eu la reconnaissance de l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, de voir un principe du droit international sur lequel est basée notre revendication pour faire reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh, indépendance prononcée en 1991, qui est le droit des peuples à l'autodétermination. Ce droit des peuples à l'autodétermination, que l'on veuille ou pas, et le pierre angulaire, si vous voulez, la pierre angulaire sur laquelle se base toute revendication. Et en l'occurrence, le Haut-Karabakh, où cette affaire en Crimée a montré ou a démontré la manière irréprochable, et les conditions irréprochables dans lesquelles s'est déroulé ce référendum au Haut-Karabakh et la déclaration, la proclamation de cette indépendance. Pourquoi ? Parce que quand je lis, et je me réjouis qu'il y ait un débat sur la question aussi, entre autres, quand je lis différents experts qui même se prononcent contre ou dénoncent la tenue du référendum en Crimée, en gros, il y a deux éléments qui sont mis avant. Ce sont, premièrement, il n'y avait pas une réelle menace de la part de l'Ukraine, de la part de Kiev, quant à l'identité culturelle, ethnique du peuple criméen. Donc, la Crimée ne risquait rien, et donc, de ce point de vue, ne pouvait pas appliquer le droit à l'autodétermination externe. Et d'autre part, le déroulement, c'est-à-dire, ça s'est déroulé en présence des militaires russes, avec des armes russes, etc., etc. Là, je me réjouis parce que les deux arguments qui sont avancés pour dénoncer ce référendum en Crimée, justement, démontrent encore plus l'irréprochabilité, si ce mot existe en français, du cas du Karabakh. Les menaces de l'Azerbaïdjan, même aujourd'hui, viennent quasiment quotidiennement. Et il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que le peuple du Karabakh a été menacé et aujourd'hui encore menacé s'il y avait une intégration du Karabakh dans l'Azerbaïdjan. Et puis le déroulement, ça s'est passé d'une manière irréprochable une fois de plus, conformément à la législation à la fois soviétique mais aussi du droit international. Alors, Rovaniš Kevorkian, que signifie, on entend ici et là depuis 2-3 jours des voix qui s'élèvent pour dire on veut que le Karabakh soit rattaché à la Russie. Quel est le sens de ces déclarations ? Ce sont des généraux d'Arménie, si, un général arménien. Hier, il y a quelques mois, c'était cette fameuse lettre de Zori Balayan dont on ne peut pas douter de son sentiment patriotique. Ce sont des signaux lancés à l'égard de la Russie pour dire il faut que le Karabakh fasse partie de la Russie. En aucun cas. Je vous dis immédiatement, au Karabakh, que ce soit au niveau du gouvernement et aussi, je me tromperai pas si je dis le peuple entier ne souhaite pas une alternative à son indépendance. Ça, c'est la réalité. Après, si vous voulez, on peut prendre une déclaration, un mot de telle ou telle personne et dire, voilà, tout le peuple, tout le pays pense ainsi. Non, ça sera pas toujours pas la réalité. Ce sont des voix. Quant à la lettre de Zori Balayan qu'il avait adressée au président russe de la Fédération russe, tout simplement, il disait dans cette lettre que la Russie étant signataire de ce traité de Gulistan qui a été effectué en 1813, portait une certaine responsabilité pour la population, pour la sécurité de la population du Karabakh, et de cette manière avait un rôle à jouer. Zori Balayan, à ma connaissance, d'après ma lecture, n'a jamais demandé que le Karabakh fasse partie de la Russie. En tout cas, je n'ai pas vu cela dans sa lettre. Mais dire que la Russie a une responsabilité parce que, d'après ce traité de Gulistan en 1813, le Karabakh et d'autres régions arméniennes se sont
passés de l'Empire persan à l'Empire russe. De ce fait, la Russie avait une responsabilité vis-à-vis de ce peuple. C'est tout ce qui a été dit. Et j'ai même vu une déclaration d'un général arménien qui disait que si la Russie avait l'intention de faire partie du Karabakh ou de l'Arménie, le Karabakh ne pouvait pas être contre. Donc, si vous voulez, c'est tourné à la dérision, mais c'est une sorte de réponse de la bergère ou du berger à la bergère. Si vous voulez, il n'y a pas de projet politique ou autre que le Karabakh fasse partie de la Russie. Alors, Julien Zarifian, maintenant, dans cette situation où on voit le coprésident américain du groupe de Minsk, je crois qu'il tweetait, et aujourd'hui on peut parler avec beaucoup d'importance et d'intérêt de tweet, juste pour faire une parenthèse, pour dire que ce réseau social est en train d'être fermé en Turquie suite à une décision de Recep Tayyip Erdogan. Donc, retour à notre sujet, le coprésident tweet pour dire qu'il faut très vite, trouver une solution à la question du Karabakh, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine, justement. Comment interpréter cette préoccupation ? Bon, moi, je l'interprète pas plus que ça. Épisodiquement, les coprésidents, en particulier américains, émettent le souhait que le problème du Karabakh soit réglé, mettent un petit peu la pression, sans doute, sur les différents acteurs, et en particulier l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais moi, j'y vois rien de plus à ce stade. De toute façon, les discussions sont extrêmement fermées, extrêmement opaques. C'est d'ailleurs assez rare dans ce genre, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Et moi, j'y vois rien de particulier, plus qu'un positionnement répété des États-Unis. Il y a rien de nouveau, mais moi, je n'extrapole pas. Vanesky, vous êtes d'accord? Là, récemment, les Azéris sont assez, je ne sais pas pour quelle raison, énervés pour dire que le coprésident américain, il a des relations secrètes avec les Arméniens. Il y a quelque chose qui se fabrique derrière notre dos. Pour quelle raison il y a cette méfiance à l'égard et ce tweet, justement, cette déclaration, pourquoi aller très vite, là, les Américains Parce que le clan Aliyev qui gouverne l'Azerbaïdjan mène une propagande très active à destination de son propre peuple pour dire, voilà, la question du Karabakh n'est pas réglée, d'où le fait de préserver, de maintenir les tireurs d'élite sur la frontière, d'où le fait de tuer pratiquement toutes les semaines des soldats, assassiner des soldats, et que l'Azerbaïdjan s'en occupe. Et à partir... Et évidemment, le monde entier soutient l'Azerbaïdjan. À partir du moment où vous voyez que un des coprésidents, quel qu'il soit, américain, russe, français, qui ne dit pas ce que dit le clan Aliyev, ça énerve toute la nomenclatura de l'Azerbaïdjan, et donc il commence des attaques. Et évidemment, que de plus humiliant pour un Azerbaïdjanais et plus percutant que de dire, voilà, ce fonctionnaire est vendu aux Arméniens. Ça veut tout dire. Dès que vous dites ça, dès qu'il a des relations avec des Arméniens, donc c'est un traître, c'est un mauvais homme, c'est un méchant. Il s'agit, moi je rejoins Vanessa, il s'agit essentiellement de posture, de mon point de vue. Les Américains, même à la période de Matthew Breitzer, qui est considéré comme le plus proche en fait de ces cercles de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, etc. Même à cette période-là, les États-Unis étaient relativement mesurés. Enfin bon, donc moi je pense qu'il s'agit vraiment de posture de la part de Bakou, et qui par ailleurs, je l'observe, reste assez discret s'agissant de la Crimée. Oui, absolument. Et évidemment n'est pas dans la position idéale. Alors pourquoi cette discrétion? Que voulez-vous que dise l'Azerbaïdjan? Oui. La Russie, une fois encore, au vu du monde entier, soutient le droit des peuples à détermination, un principe qui est, une fois encore, sur lequel est fondée la revendication du peuple du Karabakh. L'Azerbaïdjan ne peut pas dénoncer ça pour des raisons géopolitiques et politiques aussi des relations avec la Russie. D'autre part, l'Azerbaïdjan
il ne va pas non plus saluer le peuple criméen en disant voilà, vous avez raison, il faut continuer dans le sens, ça serait absurde que s'il le fait avec le peuple criméen, pourquoi il le fait pas avec le peuple du Ralapar. Alors maintenant, que va-t-il se passer au Vannes Kevorkian? Nous avons 3 coprésidents du groupe de Minsk, c'est cet organisme qui gère les négociations autour du Ralapar, donc les États-Unis, la France et la Russie. Oui. On a la Russie qui est sur la question qui ne concerne pas le Ralapar et farouchement, à partir depuis une semaine, farouchement pro-principe d'autodétermination. Je veux dire, si on met dans la balance les 2 principes, autodétermination et intangibilité des frontières, les Russes, ils ont dit, ce principe, il est plus important maintenant dans le cadre de la Crimée. Comment reviendrait-il en arrière pour dire il y a un équilibre entre les 2 principes? Et est-ce que cela signifierait que ça pourrait être un avantage pour les Arméniens sur le dossier du Ralapar? Et de l'autre côté, est-ce que ça, au contraire, pousserait au moins les Américains à dire non, le principe dominant est le principe de l'intangibilité des frontières, puisque c'est ce qu'on défend en Ukraine aujourd'hui? Vous savez, d'une manière générale, il ne faut pas confronter le principe du droit des peuples à l'autodétermination à celui de l'intangibilité ou de l'inviolabilité des frontières. Les deux ne se contredisent pas, à mon sens, au contraire, se complètent. Le droit de l'inviolabilité des frontières d'un État, les frontières d'un État ne peuvent pas, dans le droit international, être violées par un autre État. Si, justement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout est misé sur la Russie en disant c'est la Russie qui organise ce référendum pour minimiser le rôle en tant qu'acteur du peuple criméen dans l'affaire, pour dire voilà, cela ne correspond pas parce que c'est une intervention extérieure. C'est la même stratégie qui vient de l'Azerbaïdjan qui dit c'est l'Arménie qui organise tout cela, le peuple du Ralapar n'existe pas, le Ralapar d'une manière générale n'existe pas, c'est dépeuplé et c'est l'Arménie qui tire les ficelles et donc c'est une intervention extérieure qui est évidemment défendue par le droit international. Donc, mais si on se place dans une logique où il s'agit du peuple du Ralapar, où il s'agit d'une population criméenne, une population arménienne du Ralapar et qui s'exprime en disant nous ne voulons pas ça, nous voulons ça, il n'y a aucune contradiction entre ces 2 principes. Deuxième point, ce qui est regrettable et ce qui est, à mon sens, ce qu'il faudrait, j'espère que cette situation soit évoluée dans un sens positif, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu, et j'espère que ça continuera, il y a eu une très étroite collaboration entre les Américains, les Russes et les Français pour le dossier du Karabakh. Et j'espère que cela continuera et que les divergences géopolitiques de ces 2 blocs, que je regrette vraiment, cette radicalisation une fois encore, n'aura pas de répercussions négatives dans le dossier du Karabakh. Mais ceci étant dit, malheureusement, la solution du Karabakh n'est pas recherchée dans un contexte juridique. La solution du Karabakh et du conflit du Karabakh est recherchée dans un contexte politique. C'est-à-dire, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort, qui a raison juridiquement et qui a tort juridiquement. On cherche à préserver la paix dans cette région, peu importe qui a raison, qui a tort. Alors, imaginons un instant Julien Zarifian, une sorte d'escalade dans ce conflit ukrainien entre l'Occident et la Russie. Et si la Russie, par hasard, demain cherche à étendre son autorité sur d'autres territoires de l'Est ukrainien ou d'ailleurs, et qu'il y ait une riposte militaire occidentale, imaginons le pire un instant, et là, la région pourrait s'inflammer. Est-ce que ça pourrait quand même, dans un scénario assez catastrophique, être un avantage pour le Ralapar si dans ce cadre-là, la Russie dirait je reconnais l'indépendance du Ralapar et ce serait un début d'une indépendance reconnue
et peut-être, au-delà de l'indépendance, une sorte d'unification avec l'Arménie. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans la tête des chercheurs, peut avoir une place ? Pas dans la mienne en tout cas. Là, il y a beaucoup trop de si, et je pense que faut vraiment se méfier de la géopolitique fiction. Analysons déjà le temps présent, c'est déjà beaucoup. Essayons de nous projeter sur certains scénarios, mais là, il y a quand même beaucoup de si. Moi, je crois que les cas qu'on a mentionnés, on aurait pu parler aussi de la Transnistrie, qui est une question aussi importante, sont tous différents en fait les uns des autres. Sur la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Oui, c'est ça, en territoire moldave, mais contrôlé de facto par des forces pro-russes depuis 91 certainement. Oui, donc tous ces cas-là sont différents. Évidemment, la Russie, que ce soit en Ossétie du Sud et en Abkhazie en 2008 ou aujourd'hui en Crimée, met plutôt en avant le principe d'autodétermination des peuples, qui est pas totalement compatible, comme l'a dit Ovanes, avec celui d'intangibilité des frontières. Mais je pense que Moscou sait qu'il faut rester prudent sur ces questions-là. N'oublions pas les problèmes de sécessionnisme au Nord-Caucase qui menacent. Et où là, évidemment, la Russie est sur une position plutôt d'intangibilité des frontières, s'agissant de la Tchétchénie, etc. Ou même du Tatarstan, qui... Voilà. Alors, sans aller dans les si, c'est-à-dire dans cette hypothèse assez catastrophique et apocalyptique pour la région, si demain la Russie, se servant du cas du Ralapar, c'est-à-dire que en mettant en parallèle cette volonté de permettre au peuple de s'autodéterminer et dire finalement, voilà, comme en Crimée, les Arméniens du Ralapar ont exprimé leur droit à l'autodétermination, moi, logique avec moi-même, je reconnais leur indépendance. Et est-ce plausible? Explosible, franchement, je sais pas. Je pense qu'on pose mal. Alors, est-ce à mon avis, souhaitable, Évidemment, c'est souhaitable. Bien sûr, c'est souhaitable dans la mesure où les arguments que nous avons se voient renforcés. J'y crois, mais si nous sommes dans une logique géopolitique une fois encore, et dans cette logique géopolitique en face, il y a l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, si la Russie reconnaissait le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, qui n'est pas aujourd'hui un allié, si vous voulez, aussi identifié au pro-occidental, comme l'est le gouvernement par intérim de Kiev, ou comme était le gouvernement de Saakashvili. Et là, c'est là où il y a des difficultés. Donc, dans cette logique géopolitique, je crois peu probable. Mais dans la logique juridique, bien entendu, notre argument va être renforcé. Évidemment. Moi, le mot de la fin, Julien Zars. Oui. Je pense qu'on aurait peut-être dû planter le décor d'emblée. En fait, la question, c'est qui a intérêt véritablement à une guerre, que ce soit en Ukraine ou même au Sud-Caucase et au Karabakh. À mon avis, personne ou quasi personne, peut-être certains groupes, certains leaders politiques, mais je ne le crois pas. Je pense pas que ce soit dans l'intérêt de la Russie d'entrer en guerre, à tort et à travers, à droite et à gauche, pour des raisons qu'on a expliquées, que Jean-Sylvestre Montgrenier a expliquées, d'interdépendance, de crédibilité, etc. Non, pour moi, non. Le gouvernement d'Erdogan dans cette situation assez, on verra les élections municipales bientôt, mais si ces élections s'avèrent catastrophiques pour lui, est-ce que ce serait un scénario de mise en valeur parce que je ne le pense pas. Mais si je termine rapidement mon propos, dans le cas du Karabakh, on peut supposer que seul l'Azerbaïdjan ou certains en Azerbaïdjan auraient intérêt effectivement à une guerre. Ça, c'est la première question. Mais c'est les seuls. Et encore, le régime prendrait de gros risques à entamer une guerre. La première question, c'est ça. Qui a intérêt à une guerre? La deuxième question, c'est qui peut la mener et la gagner, que ce soit en Ukraine ou au Karabakh. Et là, bon, évidemment, dans le cas de l'Azerbaïdjan, ce serait un risque considérable. Donc voilà, faut mettre côte à côte ces deux questions. Qui a intérêt à une reprise du conflit et qui peut le faire en le gagnant le conflit. Le faire et le gagner. Voilà, c'est la question à laquelle. Et bien entendu, la dernière chose que je souhaiterais, c'est qu'on soit dans une logique. Si je sanctionne l'autre, certes, je vais perdre, mais il va perdre davantage parce que je suis plus fort. Cette logique, à mon sens, ne va pas amener à une paix, mais au contraire à une guerre et une escalade, si vous voulez, même si cette escalade n'est pas voulue. Donc, une fois encore, les peurs ne résolvent rien. Les dialogues et les discussions, si vous voulez, peuvent avancer les choses.
Merci Romanes Kevorkian. Je rappelle que vous êtes le représentant en France de la République du Haut-Rhin. Merci Julien Zarifian, maître de conférence. Vous êtes plutôt spécialisé en civilisation américaine, c'est ça? Oui. Et vous êtes donc maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur. Et merci à Jean-Sylvestre Mongreny qui a été pendant très longtemps durant cette émission avec nous, qui est docteur en géographie géopolitique et chercheur à l'Institut français de géopolitique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.